ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir Nadège Buisine. Vous êtes auteur de l'ouvrage La magie, mais pas que. Pas que parce que vous enseignez la kinésithérapie. Oui. C'est votre métier ? C'est une partie de mon métier aussi. Vous pouvez nous en parler ? L'enseignement ? Oui. Pour commencer, on va parler de votre ouvrage. Ah, de l'ouvrage. Non, l'enseignement d'abord. L'enseignement d'abord. D'abord l'enseignement. Ensuite, donc, le roman. oui, je suis kinésithérapeute de formation et j'enseigne la kinésithérapie à Lille. Voilà, pas à temps plein parce que j'ai une autre activité aussi à côté, en plus de l'écriture, où je soigne des patients aussi. Voilà, de façon holistique, pas en kinésithérapie non plus. Oui, justement, qu'est-ce que ça veut dire parce que vous venez de dire holistique. Holistique, voilà. Holistique, ça veut dire global. C'est un mot grec qui veut dire global, et où j'ai une approche au niveau du corps, du cœur, de l'âme et de l'esprit. Et donc, suite à l'écriture de mon livre qui fait suite à un accident qu'on a vécu dans la famille, j'ai développé des dons, notamment des dons de médium, de perception que j'avais déjà, mais que j'ai davantage développé. Et aujourd'hui, mes patients viennent me voir pour cela. D'accord. Donc, et comment vous vous êtes rendu compte que vous avez développé ces dons ? À quel moment ? Je pense justement lors de l'accident de mon fils qui se retrouve en réanimation, dont je parle dans le livre, où j'ai perçu certaines choses qui n'étaient pas prouvées scientifiquement, et où finalement qui sont avérées justes. Et par la suite, j'ai voulu faire des formations, on m'a dit que j'en avais pas besoin. Puis finalement, quand je suis allée voir un formateur, c'est moi qui ai deviné tout ce qui allait pas chez lui. Et en fait, ce sont mes patients qui m'ont à chaque fois dit que ce que j'entendais, alors qu'ils ne parlaient pas, était juste, qu'ils voyaient et qu'ils ne décrivaient pas était juste. Mais c'est pas de la voyance. Tu n'es pas voyante, médium, voyante dans le sens littéral du terme. Ça dépend quel terme on met derrière. J'ai un don où j'entends ce que les gens pensent, je vois des choses auxquelles ils pensent. Maintenant, je ne fais pas de projection sur le futur. Maintenant, j'ai déjà rêvé, notamment j'ai fait rêver du 11 septembre, la nuit du 10 ou 11, où j'ai décrit tout ce qui s'était passé. J'ai jamais mis le mot médium dedans. Maintenant, je vois des choses. C'est des flashs des perceptions, des ressentis, mais voilà, je passe pratiquement toujours par le toucher puisque je suis kiné et que je masse. Donc voilà, je peux pas expliquer ce que c'est très. Il y a des choses qui sont très difficiles à expliquer de toute façon, même dans la nature humaine. Voilà. J'ai juste accepté. Sur ton livre. Alors, on va en parler du livre, puisque c'est un petit peu le sujet en même temps. Alors, si ça ne te dérange pas, tu peux nous en donner déjà le sujet, même si tu l'as déjà un petit peu abordé. Oui, alors souvent, ce que je propose, parce que je l'enseigne dans différentes écoles, il est enseigné dans des écoles d'infirmières, de kiné, ça a été proposé en classe de terminale, et souvent, c'est plus facile de le lire, donc je vous proposerai peut-être de lire un extrait après. J'ai écrit le livre, pareil, j'ai eu un ressenti, parce que souvent on me dit mais pourquoi tu as écrit ? En fait, j'ai suivi juste mon cœur. Je suis scientifique de formation, donc je ne suis pas une littéraire, et l'écriture est arrivée toute seule. C'est une écriture intuitive, quoi. Tout à fait, oui, c'est ça, intuitif, canalisé, à tel point que ça m'est arrivé d'écrire 3 mois après les 3 mêmes pages, mot pour mot, sans m'en souvenir. Donc ça m'a interpellée aussi. C'est vrai que c'est sorti tout seul et j'ai eu la chance de trouver vite une maison d'édition aussi et qui m'a dit qu'il n'y avait rien à changer. Bon, j'avais fait corriger, bien sûr, comme tous les textes. Oui, mais il y a obligatoirement des corrections. Voilà, mais là, elle m'a dit on ne change rien du tout. Donc, ce qui était bien aussi. Voilà, il y a une forme d'écriture qui est assez spéciale, je pense, parce qu'on est tout de suite immergé dans le sujet. Et donc, le titre du livre, c'est « La magie », L''A-M-A-G-I. Souvent, ça veut dire ? On me demande ce que ça veut dire, puisque j'ai inventé le mot, mais qui existe quand même, mais qui ne signifie pas la même chose, et qu'on découvre au fur et à mesure de l'ouvrage. Mais si on voit le livre, on peut lire la magie, l'âme qui agit, il y a âme, plus loin magie. Ouais. Donc voilà, il y a de l'ordre de quelque chose qui n'est pas justement palpable et pas explicable scientifiquement. Oui, puisque l'âme, ça se voit pas, et puis la magie, voilà. Mais donc tu as écrit ce livre
Donc, suite au décès de ton fils. Alors, il n'est pas décédé. Il n'est pas décédé. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. Voilà, tant pis, on n'aura pas on a la fin déjà. Non, mais c'est pas important qu'on sache la fin. Non, c'est pas important. Mais alors, qu'est-ce qu'il en ressort du livre en tout allez, en 10 lignes. En 10 lignes, je dirais, on me dit souvent que c'est une histoire d'amour. Déjà, que c'est une... Alors parfois on dit une confrontation entre le scientifique et ce qui n'est pas justement explicable, alors que pour moi c'est une complémentarité, puisqu'il se retrouvait 3 semaines en réanimation, donc il y avait tout le côté scientifique pour ramener son corps, et il y avait tout ce qui n'était pas scientifique, et dont l'amour et les perceptions pour lesquelles je me suis battue, puisque tous les jours on m'a dit qu'il n'allait pas revenir ou que ça allait être difficile. Et aujourd'hui, voilà, il vit sa vie avec des handicaps, mais voilà, il est là. Et il y a aussi une notion de ce qu'on appelle transgénérationnel, c'est-à-dire que mon fils, qui s'appelle Merlin, a fait une tentative de suicide. Et voilà, ça s'est répété dans ma famille, encore. Et donc, on parle de notion de transgénérationnel aussi à travers le livre. Voilà, le résumé. En plus que 10 lignes. Vous parlez de traversée de l'enfer. Oui. À quoi vous faites référence? À tout ce que vous avez vécu? Parce que c'est nous qui l'avons retrouvé pendu. Et que je pense que quand on est parent, il n'y a rien de plus difficile que de retrouver un de ses enfants mort. Et qu'il faut le détacher, il faut le réanimer. Et après, il y a toute cette partie de bataille à l'hôpital où j'ai pris conscience que ça ne devait pas être facile pour ces réanimateurs parce qu'ils sont entourés par la mort. Et tous les jours, on avait des informations extrêmement négatives et il a fallu faire abstraction et ne plus être à l'écoute presque de ces informations pour juste suivre son cœur et avoir confiance en fait. Il est resté combien de temps à l'hôpital? Alors il est resté 3 semaines en réanimation, puis après il a fait un séjour de, 1 mois ou 2 en neurologie. Et après il a refait un séjour suite à notre proposition en psychiatrie. Et pour finir, il est allé en service de de rééducation, voilà, là en France. Et Merlin avait des signes de souffrance? Non. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est que Merlin, il est haut potentiel et hypersensible. Donc, c'est un geste qui est extrêmement fréquent chez les hauts potentiels. Et il avait des perceptions beaucoup plus accrues que moi. Donc, après, j'ai compris qu'il ressentait toutes les émotions de tout le monde. Donc, moi, c'est une période où j'allais pas bien. Et donc, je pense qu'il ressentait mes émotions négatives. Et 4 jours avant, oui, il avait... pas été bien 4 jours, pas 4 jours avant, le dimanche, j'ai passé l'après-midi avec lui parce qu'il n'était pas bien suite à une rupture. Et on est très fragile à cet âge-là, hein, quand même. Ouais. Ouais, surtout que... Alors, j'ai appris qu'il n'était pas seulement hypersensible, j'ai appris qu'il y avait... moi, je suis ultra sensible et lui était extrême sensible et visiblement, c'est juste insupportable. Donc, voilà. C'est-à-dire, comment il ressent... Tout ce que nous, on ressent, lui, il le reçoit de toutes les personnes qui sont autour de lui. Alors, un peu plus que ça, c'est qu'il est capable, lorsqu'il rentre dans une pièce et que les gens ne sont plus là, de sentir les émotions que les gens avaient alors qu'ils ne sont plus présents. Et donc, il ressent, oui, multiplié par je ne sais pas combien. Alors, part-il que les hypersensibles, c'est 1000. Là, visiblement, c'est encore plus. Donc, c'est une éponge, quoi, plus qu'une éponge. Donc, je pense qu'il a eu peur pour sa maman. Oui, c'est un trop-plein, en fait. Je pense, j'ai toujours, c'est la goutte qui a fait déborder le vase à un moment. Et... Alors, ce qu'on a compris aussi, parce que c'est vrai que moi, j'interviens dans les classes de terminale puisqu'ils ont le même âge, pour les sensibiliser aussi au suicide. Ce qu'on a compris aussi, c'est qu'il y a un moment, en fait, la souffrance est tellement forte que la seule façon de couper cette souffrance, c'est de décider de mourir, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Et c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien qui prend le dessus sur la raison, en fait. Alors que toutes nos connaissances nous disent, mais si ça arrive chez vous, parce qu'on était des parents très présents, on travaillait tous les deux à temps partiel, on n'avait pas de télé chez nous pour passer du temps. Vous êtes maman de 4 enfants, hein, c'est ouais. ça. Et donc, avec un papa qui était très présent aussi, donc, où la communication ne posait pas de soucis. Donc, des signes...
Ou comme ses amis ont dit, mais si Merlin, qui a toutes les capacités intellectuelles et physiques, et parce qu'on le sollicitait pour être mannequin dans la rue, donc il avait tout ce qu'il fallait, même en sport. Donc ça peut arriver. Mais l'éducation nationale n'a pas été capable de détecter ça. Alors déjà, il faisait des études en Belgique, donc c'est pas l'éducation nationale. Mais non, mais je sais pas comment ça s'appelle. Non, parce que il avait pas de signe du tout de mal-être. Il n'était pas dépressif, du tout. Non. Non. Et c'est arrivé comme ça. Mais toi, tu le savais ou pas? Tu l'avais déjà ressenti quelque part? Non, du tout. Alors, j'ai eu une formation il y a 2-3 ans sur les signes, à part mon travail. Et non, il y a des fois, il n'y a pas de signes, quoi. Parce que c'était un jeune homme qui était plutôt... physiquement bien basé, qui réussissait beaucoup de choses, qui avait facile dans beaucoup de choses. Donc non, il n'y avait aucun signe, à part le fait qu'il était mal le dimanche, parce que voilà. Oui, voilà, il y avait la rupture, etc., voilà, qui faisait que oui. Mais non. Vraiment, non. Si, il s'est enfermé dans sa chambre le soir, il n'a pas voulu manger. Voilà. Il a demandé qu'on le foute la paix, quoi. C'est aussi les ados, voilà. C'est une crise d'adolescence, quelque part. Tes autres enfants, ils ont un peu je sais pas, des dons aussi. Oui. Alors, pas tous. Hypersensible, oui. J'en ai un deuxième qui est hypersensible et qui est... très fragile face à l'injustice. On m'a dit, mais c'est normal, il s'appelle Lancelot, donc juste injustice avec le prénom Lancelot, c'est difficile. Donc lui aussi, voilà, c'est compliqué, mais du coup, on a pu en parler et mettre des mots. Son deuxième frère, qui s'appelle Robinson, il est aussi hypersensible, pareil. C'est ce que j'allais demander, puisque là, les prénoms... Et la dernière, elle n'a pas la même sensibilité, mais elle a des dons, et alors, mais elle s'appelle Céleste, donc aussi. Et elle me fait rire, parce que quand elle discute avec Merlin, des fois, ils discutent d'âme ou de choses qu'ils sentent, qu'ils voient tous les deux. Céleste avait trop de sensibilité, trop de perception, et j'ai dû faire couper des canaux à l'âge de 8 ans, parce qu'elle percevait trop de choses, quoi. C'était trop pour elle. Mais donc ça peut se guérir, quelque part. Se guérir, c'est pas une maladie. Non, mais comment dire? Non, je ça peut se canaliser, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça s'ouvrira sans doute le jour où elle en aura besoin, mais voilà, oui. Après, c'est des choses dont on parle du coup à la maison, sans problème. Mais on peut en faire un métier? Il y en a qui en font un métier. Après, moi, je sais que j'ai des patients qui viennent me voir en me disant « Ah, on vient voir si vous n'êtes pas un charlatan ». Et après, on me dit « Ah, ben non, en fait, vous n'êtes pas un charlatan ». Oui, non, mais voilà, c'est... bon, moi on a déjà reçu des gens... moi, j'en vis pas. Non, mais moi, je suis très cartésien, donc je crois en rien. Donc, alors, pour moi, il y a un côté mystique, mais je comprends pas le côté mystique, moi. Je suis fermé à ça. Moi, je suis de formation scientifique aussi, donc c'est vrai que parfois les scientifiques sont très cartésiens aussi. Oui, à la base. Voilà. Après, je suis pas cartésienne, je pense pas. Maintenant, mes patients viennent aussi me voir parce que je fais surtout des soins énergétiques, et finalement, c'est vraiment moi-même, je suis surprise par ce que je perçois, en fait. Donc, c'est parce que les patients me renvoient que c'est positif que je me dis, ah bah oui, finalement, ça fonctionne. Ou quand je vois qu'il y a des cellules qui repoussent qui ne devraient pas repousser, par exemple, je ne peux pas dire que ça ne marche pas, quoi. Donc, finalement, je laisse la vie faire et je me fie vraiment à mon ressenti à 100%. Et je suis toujours surprise aussi, tu parles d'être sceptique ou de ne pas y croire, mais c'est quand on me dit mais oui, c'est exactement ce à quoi je pense, ou quand je réponds à une question que je ne m'a pas posée, ben là oui, c'est même gênant parfois. C'est gênant parce que les gens sont là, tu es en train de lire dans ma tête, et je dis non, ça va, ça se passe pas comme ça. Mais ça doit être perturbant pour la personne qui est en face de vous quand même. Oui, parfois c'est perturbant, mais voilà, moi, en dehors de ma salle de soins, ça n'arrive pas. Les psychologues savent très très bien le faire, de lire dans la tête des gens aussi. Ah oui, après je pense que c'est une autre forme de lecture. C'est autre chose encore, c'est pas la même chose. Voilà, je suis ni psychologue ni psychothérapeute. Et quand on va revenir au livre et à Merlin, quand il était hospitalisé, vous étiez très proche. Oui, alors j'ai toujours été très proche de lui.
Après, j'étais très proche, mais pas forcément physiquement, parce que je n'avais pas le droit à beaucoup de temps de Mais vous arriviez à ressentir, à communiquer avec lui ? En fait, j'étais suivie à ce moment-là par une thérapeute énergéticienne qui est venue et qui m'a indiqué comment faire. Et je me suis reliée à lui à distance. Et effectivement, c'était incroyable ça. Ça m'a sauvée aussi de l'enfer. Ça m'a permis vraiment de m'apaiser, parce que c'est dur quand on est maman, de vous dire vous avez 2 fois 3 quarts d'heure par jour. Et en plus, il faut le partager avec d'autres. Ça, c'est compliqué. Moi, ça a été très dur de devoir partir, de me séparer de lui à chaque fois, quoi. Revenons-en au livre. Donc, quand vous l'avez écrit, dans quel état d'esprit vous étiez ? Pas bien, parce que je revivais chaque scène. J'ai écrit en revivant chaque scène. Et quand on lit le livre, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. On me dit, mais on se met à ta place, une fois à ta place, une fois celle de Merlin, en fonction de si on a 17 ans ou si on a mon âge. Donc, je pense que ça a été compliqué de revivre. Et la plus grande difficulté, c'est de mettre des mots sur des sensations, parce que je trouve que le vocabulaire humain, on va dire, est parfois très restreint par rapport à la sensation. Donc, tout l'exercice a été de reformuler l'émotion, en fait. Alors, tu disais que tu l'avais écrit, mais tu l'as écrit en combien de temps exactement ? Parce que tu sais, comme tu dis, il y a eu des moments où tu réécrivais des pages que tu avais déjà écrites. Alors, en termes de temps, j'écrivais quand j'étais toute seule certains dimanches, mais je pouvais écrire 10 heures d'affilée dans mon lit. Mais j'écrivais jamais quand mes enfants étaient là, parce qu'il fallait vraiment que je sois dans ma bulle toute seule. Il y a des fois où j'ai écrit 3-4 pages sur la journée, ce qui est beaucoup pour quelqu'un qui écrit. Et des fois, j'ai pas écrit pendant 3-4 mois. Je vais dire que pour finaliser vraiment le projet, j'ai peut-être mis 2 ans. J'ai un peu traîné sur la fin, parce que la fin, ça veut dire que le projet est fini. Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, puis c'est peut-être un peu plus difficile, puisque la boucle est bouclée, quoi. Voilà, et quand j'ai commencé à écrire, l'intention n'était pas forcément de publier. C'est finalement mon fils Merlin qui m'a dit, écoute, qui m'a poussé à continuer à écrire. Il m'a dit, quoi que t'en fasses, il y aura une trace pour la suite de la famille. Donc il m'a poussé à écrire, et finalement... j'ai côtoyé par la suite le réanimateur qui a réanimé Merlin, dont j'étais très proche par la suite. Et c'est lui qui m'a demandé pour lire le livre, et qui m'a dit que j'avais vraiment bien cerné les difficultés des réanimateurs. Et il m'a poussé en fait, c'est lui qui m'a poussé à publier, qui m'a dit que ce serait bien que chaque famille, chaque soignant puisse lire le livre. Et donc, c'est là qui m'a poussée. Après, il a fallu encore du temps, parce qu'on s'est demandé si on allait garder le prénom des enfants, sachant pas ce que ça allait devenir par la suite au niveau du livre. Donc, il a fallu 1 an pour tergiverser sur les prénoms, on garde les prénoms ou pas. Oui, est-ce que c'était important dans ta tête de garder le prénom ? Alors, c'était quand j'ai toi écrit, qui avais choisi. Quand je l'ai écrit, oui, puisque j'ai vécu les scènes. Donc, j'ai gardé les prénoms. Puis, au fur et à mesure, je me suis dit, oui, c'est peut-être pas juste pour eux. Donc, j'ai choisi d'autres prénoms. Puis, finalement, au bout d'1 an, ils m'ont dit, mais c'est OK. Mais sachant pas ce qui allait se passer. D'ailleurs, ça a été étudié dans la classe des garçons. Et ils n'ont pas voulu lire le livre, par exemple. C'était trop compliqué. Alors, ma fille l'a lu, Merlin l'a lu, mais les 2 qui sont entre 2 n'ont pas su. D'accord. Donc, voilà. Comment va Merlin aujourd'hui ? Merlin, bien comme il a eu ce qu'on appelle une anoxie cérébrale, donc il y a les cellules du cerveau, une partie des cellules du cerveau qui ont été nécrosées, donc il a des atteintes certaines qu'il a récupérées, d'autres qu'il n'a pas récupérées. Donc je vais dire qu'il sait marcher, mais qu'il fait mieux du ski et du vélo qu'il ne marche. D'ailleurs, le médecin ne comprend pas comment il fait. Il est autonome, il a vécu 2 ans tout seul à Bruxelles, il a créé 2 entreprises. Le plus difficile pour lui aujourd'hui, c'est qu'il a ce qu'on appelle une dystonie au niveau du bras et de la jambe. Et le plus difficile, c'est qu'il a une dysarthrie, une dysphonie qui l'empêche de parler. Donc c'est très difficile, parce qu'au niveau de la communication, il est très 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 limité, puisqu'il n'arrive plus à écrire à cause de sa dystonie et plus s'exprimer verbalement. Mais il a passé un bac littéraire plus
plus un bac, artistique, avec les félicitations du jury. Donc, il a quand même pas perdu toutes ses connectivités. Non, alors il avait, comme il avait des capacités très élevées, non, mais il est quand même un peu ralenti, je vois, dans sa pensée. Non, il n'a pas perdu. Non, puisqu'il a eu le bac, et qu'il a créé des sociétés et qu'il est parti tout seul au Népal. Comme et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pense du livre ? Parce que c'est un livre qui le met en lumière quelque part. Oui, donc alors ça, il m'a fait rire parce que la première fois qu'il a lu, il est venu vers moi en pleurant, il me fait « j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette histoire ». Je lui fais « mais c'est ton histoire ». C'était mignon parce que lui, en fait, il a une amnésie des 3 semaines de réanimation, une amnésie et des 15 jours avant. Donc, il ne sait pas ce qui s'est passé en réanimation puisqu'il était sédaté et dans le coma. Et il a une amnésie sur les 15 jours avant, donc il ne se souvient plus de son geste. D'accord. Ce qui est peut-être pas plus mal parce que c'était très violent. Et voilà, après, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il s'est pardonné de son geste ? Est-ce qu'il est d'accord d'être revenu ? Parce que quand quelqu'un pose un choix de partir et qu'on le réanime, c'est qu'on ne respecte pas son choix. Donc ça, j'en parle dans le livre. Il nous a remerciés. Quand il est revenu à la maison, il nous a remerciés de l'avoir ramené. Est-ce qu'il s'est pardonné complètement ? Parfois, il me dit oui. Et puis, il n'y a pas longtemps, il m'a dit je pense que finalement, j'ai encore un travail à faire sur ça. C'est pas facile d'être bien et puis de revenir encore moins bien. Je pense que c'est difficile. Comment dire ? Cette expérience littéraire, c'est un coup d'épée dans l'eau ou il y aura peut-être une suite ? Alors déjà, je pense que certains amis de Merlin m'ont dit mais c'est un livre thérapeutique. Je pense que peut-être bien, parce que ça m'a permis de transformer mes ombres en lumière. Pour l'instant, j'ai commencé un roman qui est un travail qui est très différent parce que c'est créatif, alors que là, c'est un récit de vie. Donc, on décrit sa vie. C'est pas le même exercice. J'ai fait beaucoup de pages, mais je veux tout recommencer. Donc, je sais très bien où je veux aller. Il a déjà été lu et on m'a déjà... Voilà, l'éditrice était très contente aussi, mais... Tu travailles sur informatique, donc c'est pas grave, tu laisses une trace sur l'ordinateur. Oui, j'enregistre même j'envoie même pour sauvegarder. Mais voilà, après, la trame, je veux la modifier entièrement, mais il y a déjà beaucoup de pages. Votre histoire est très touchante, Nadège. Votre livre, on peut le trouver où ? Alors, malheureusement, cet été, ma maison d'édition a fait faillite. Donc, c'est compliqué en librairie. Mais j'ai fait une intervention il n'y a pas longtemps dans une école d'infirmières. Et pendant que je faisais l'intervention, ils ont réussi à en commander plein sur différents sites. Sinon, sur mon site, éveilleuse dame guérisseuse, Nadège Buzine, là, on peut l'acheter en ligne. Vous avez un site, une page Facebook Voilà, en tout cas en tapant mon nom, Nadège Buzine, j'ai juste une homonyme à Paris. Sinon, il n'y en a qu'une en Belgique et on peut le trouver sur mon site. Mais tu es française. Oui. Comment ? Je suis française. Elle est française. Oui. Oui. J'habite Tournai, mais je travaille à Lille et je suis née à Lille. Autre chose à rajouter, Serge ? Non, on a fait un tour. Vous avez autre chose à rajouter, Nadège ? Non, juste que je sais que c'est assez difficile à lire, donc parce qu'on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je sais qu'on me dit que c'est difficile, mais que c'est un très très beau chemin. Donc, avis aux amateurs. En tout cas, vous nous avez donné envie de le lire. Vous en parlez très très bien. J'en ai ramené plusieurs. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup pour votre à Merlin accueil. aussi, bien évidemment. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci bien. Merci à vous. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.